On arrive à un moment qui est une révélation en philosophie à partir du moment où on l'intègre bien. Ça va être la question du bien. Parce que là, je vais me confronter à des années, je pense, d'éducation foireuse sur la question du bien. Est-ce que vous savez déjà d'où ça vient, le mot bien? Bonus, oui, en latin. Et bonus vient de quoi? Ça vient de beare, en latin, qui est un verbe qui signifie réjouir, rendre heureux. C'est de là d'où vient après le mot béatitude, vous savez. Réjouir ou rendre heureux. Le bien, dans la pensée antique, c'est ce qui rend heureux. Normalement, quand quelqu'un vous dit « fais le bien », vous ne devriez pas tirer la tronche. Puisque normalement, le bien, c'est ce qui rend heureux. Or, aujourd'hui, la notion de bien s'est accoquinée avec une notion qui est un peu bizarre, de permission. On ne fait pas ce qui est bien, on fait ce qui est permis. Et la notion d'obligation. On fait ce que l'on doit. Or, je ne vous l'apprendrai pas, le droit, ce que l'on doit, le devoir et les droits, ne rendent pas heureux. Ce que tu dois faire, si tu le fais parce que tu le dois, malheureusement, ça ne te rendra jamais heureux. Et si tu ne fais pas le mal parce que tu ne dois pas faire le mal, ça ne te rendra pas heureux de ne pas faire le mal. Double négatif, compliqué, ça ne te rendra pas heureux de faire le bien. Alors pour cela, il faut arriver à revenir un petit peu à des pensées antérieures, à des pensées, post-chrétiennes. En fait, il s'est passé quelque chose dans notre civilisation qui est un peu problématique. Nous avons eu des civilisations gréco-latino-celtes qui ont construit tout notre Occident, en gros. Laissez tomber le côté judéo-chrétien. Le judéo a très peu œuvré en fait dans notre culture. On a hérité du judaïsme que au travers des lunettes du christianisme. On n'en a pas. Les Celtes n'ont pas vraiment entendu parler de la culture juive, à proprement, la culture hébreuse, n'en ont pas vraiment entendu parler. Les Romains, un petit peu. Pour eux, c'était une secte un peu folle. Les Grecs en ont carrément entendu parler, mais vous pouvez y aller. Voilà. Donc la civilisation judéo-chrétienne, c'est un peu un mensonge. C'est pas une civilisation judéo-chrétienne. Si on veut être très strict, en France, nous sommes une civilisation gréco-latino-celte chrétienne. Un bon melting pot, vous voyez, avant l'heure. Or, le christianisme a assimilé les philosophies grecques, romaines, et en a fait un petit peu sa boîte à outils rationnelle, dans le but après de faire de la théologie, tout simplement. Sauf qu'à partir des conclusions théologiques, on s'est mis à refaire de la philosophie. D'accord ? Donc on a fait d'abord la philosophie. La philosophie a été pillée un petit peu par la théologie. Et à partir de la théologie, on a refait une philosophie.
Est-ce que vous savez à peu près à partir de quelle période ça se voit vraiment? Historique, philosophiquement parlant. Quel est le penseur où on se dit, ok, t'abuses mon gars, là t'abuses. Ouais. Machiavel? Non, avant lui. Mais oui, il abuse aussi, Machiavel. Pas pour les mêmes raisons. Ouais. Comment? Saint-Augustin? Non, Saint-Augustin, lui, il reste très néoplatonicien. Il se la joue pas, vous voyez, à ce niveau-là. Oui. Pardon, il y avait combien? Luther et Saint Thomas d'Aquin? Non, 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 non. Alors, Luther, non. Luther fait pas de philo, à proprement parler. Il fait de la théologie plutôt. Une théologie un peu foireuse, mais il fait de la théologie. Non, je dis un peu foireuse dans le sens où ça respecte pas tout à fait les codes universitaires de l'époque non plus. Et puis, Saint Thomas d'Aquin, alors en plus vous dites saint, bon, on va dire Thomas d'Aquin, d'accord. Thomas d'Aquin, lui, c'est... Comment dire? C'est un peu plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que lui, il commence à mixer plusieurs philosophes ensemble. Il utilise Boès, il utilise Platon et il utilise Aristote. Et en plus, il va s'en servir pour faire de la théologie. Mais je ne vous parle pas de ce genre de foirage. Moi, je vous parle de celui qui utilise les conclusions théologiques révélées pour fonder sa philosophie. Il s'appelle René. Ouais. Descartes. Descartes, alors en plus j'aime bien, parce que moi il y a beaucoup de gens qui veulent me rassurer, vous savez, qui me disent, ah moi, vous savez, la philo, j'aime pas trop, c'est mon mécano par exemple, j'aime pas trop la philo, moi vous savez, moi je suis très cartésien. Hein. Descartes, vous vous rappelez Descartes, je pense, donc je suis, cogito ergo sum et compagnie, sur qui il fait reposer le fait que le sujet existe. Ouais, sur Dieu. Et pas n'importe quel Dieu. Le Dieu qui est bon et tellement bon qu'il ne peut ni se tromper, ni me tromper. Or, le fait que Dieu soit bon, qu'il ne puisse ni se tromper, ni me tromper, qu'il soit en relation avec moi et compagnie, mais ça, c'est le Dieu des chrétiens. Et quand on commence à vous faire des méditations métaphysiques, vous savez, le socle de la philosophie moderne, en fait, on se rend compte que, attendez, le concept initial, c'est ce que Nietzsche reproche à Descartes, hein, le concept initial, c'est Dieu, en fait. Je peux douter de tout, sauf que je suis. Nietzsche dit, non, on peut très bien douter du fait que je suis. Ça se trouve, c'est quelque chose qui pense à travers moi. Réponse de Descartes, non, non. Parce que Dieu est bon et il ne peut pas me tromper. Mais non, vous avez l'expérience de je pense, mais c'est normal, parce que, attendez, non mais, pardon, petite parenthèse, le délire cartésien de je pense donc je suis, c'est un délire. Le seul moment où vraiment vous pouvez dire je pense donc je pense donc je suis, c'est au moment où vous êtes sous kétamine. Parce que pourquoi vous dites, dans la plupart du temps, je pense donc je suis, c'est que vous avez une expérience sensible de votre pensée. Or, Descartes, il fait quoi? Il remet en question sa pensée, ses sens, pardon. Il dit, je peux douter de tous mes sens. Oui, mais quand tu commences à formuler je pense donc je suis, les mots que tu as dans ton imagination, c'est quoi? C'est de l'intelligence? Non, c'est du sens. C'est du sens qui traduit des idées. Oui, mais c'est du sens. Oui, mais ça reste des idées. Eh bien, pourquoi on ne pourrait pas douter de ces sens-là? Mais ça viendra douter de tout. Eh oui, mais c'est ce que nous propose Descartes. C'est ce que nous propose Descartes depuis le début. Douter de tout. Non, non, non. On en reparle après, si vous voulez. Mais très bien, on en parle après. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que à partir de ce moment-là, dès lors que Dieu devient le socle, ou même, regardez, liberté, égalité, fraternité. Le concept de liberté, il vient d'où, d'après vous? Il vient des Grecs? Non. Il vient des Romains? Non. Il vient des chrétiens. Dieu laisse libre l'homme de le choisir ou de ne pas le choisir. Chez les Grecs, vous avez les esclaves et les citoyens. Il n'est pas question d'un homme libre. De pécher et de ne pas pécher. La liberté est un concept chrétien. L'égalité,
Ça se trouve chez les Grecs, l'égalité? Ça se trouve chez les Romains? Oui, bien sûr. Ça se trouve chez les Celtes? Non plus. Ça se trouve chez les chrétiens? Nous sommes tous... Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, il n'y a plus ni hommes, ni femmes, il n'y a plus... C'est chez saint Paul. Fraternité, on est tous frères. Vous me le dites si on n'a pas de parents communs? Pourquoi on est tous frères? Parce que Dieu est notre papa. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des valeurs chrétiennes qu'on a laïcisées. Hein. Alors en plus, la Révolution française, elle mettait l'être suprême. Comme ça, au moins, on était commun avec les déistes. Mais voilà. On a fait reposer l'ensemble de la philosophie sur des concepts chrétiens. Mais si vous virez le christianisme, la tolérance, ah, la tolérance, quel beau mot, la tolérance. Vous savez ce que ça veut dire, la tolérance? Supporter un mal avec patience. Quand vous avez des gens qui disent « Moi, j'ai envie d'être toléré », non. Non, nous, on est pour la tolérance. T'es pour supporter un mal avec patience? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment très tolérant avec les étrangers. Pardon? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit très tolérant avec les gens qui ont des orientations sexuelles différentes de la mienne. Pardon? Non. La tolérance telle que laïcisée, c'est une tolérance vidée du christianisme. On ne supporte pas un mal. On accepte tout. C'est différent. Et vous allez prendre tous les concepts philosophiques. Pourquoi on va être gentil avec les gens? Pourquoi on devrait être gentil? Pourquoi il ne faut pas être violent? Quand vous posez la question à des gens, pourquoi il ne faut pas être violent? Tu sais, les partisans, l'éducation non violente, là. Non, il ne faut pas être violent avec son enfant. J'ai envie de leur répondre, pourquoi? Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi on ne doit pas être violent avec ses enfants? Ouais. Et alors, Sparte le faisait. Ça en faisait des guerriers. Et la liberté, ça vient d'où? Voilà. C'est-à-dire que la violence... attendez, l'égalité homme-femme. Aucune civilisation, vous la cherchez, hein, les Amazones, on les cherche encore, les Amazones. Hein, vous me dites la ville où elles étaient, les Amazones, hein, parce qu'on cherche toujours la ville où elles se coupaient un sein pour pouvoir tirer à l'arc. Hein. Les Amazones, ça n'existe pas. Il y a soit des sociétés matriarcales, soit des sociétés patriarcales. Ça n'existe pas, la société égalitaire. Ça sort d'où, la société égalitaire? Du christianisme. L'homme et la femme, ils sont égaux, volus par Dieu, sauvés par Dieu, etc. Ça vient du christianisme. Et ça fait que Chesterton va vous dire, l'ensemble de la modernité, ce sont des idées chrétiennes devenues folles. Et ce qui fait, attention, ce qui fait, oui, en plus, oui, je pense à certains trucs. Ça n'a pas apporté que des trucs bien, hein. Pensez au scandale actuellement dans la pédophilie et compagnie. Pourquoi les gens ont caché ça? Mais sous un principe débile du fait qu'ils sont pécheurs, ils vont se rattraper. On leur laisse le temps de se convertir. T'aurais fait ça à Rome. T'étais buté. Mais sans affect, hein. Il t'aurait tué sans affect. Il n'y aurait pas eu on lui laisse le temps de se convertir. On va le mettre dans un monastère, un petit peu de temps, pour qu'il réfléchisse bien à ce qu'il a fait. Ben, bien sûr qu'il a bien réfléchi à ce qu'il a fait. Il l'a fait. Maintenant, il faut l'emmener à la justice. La tolérance par rapport aux pécheurs est devenue la tolérance par rapport au péché. Dans ces théologies morales foireuses. Et résultat, quand vous êtes un philosophe comme moi, qui s'est plutôt, en vrai, nourri de philosophie antique, hein, je vous cache pas. Hein. Donc moi, les chrétiens, c'était plus loin. Hein. Moi, j'étais plutôt chez Aristote, chez Platon, chez Thalès, chez Anaxagore, chez Pythagore, chez machin, des trucs comme ça. Et ben, vous débarquez dans un monde où vous vous dites, mais attendez, ils avaient une notion du bien qui n'était pas la même que la nôtre. C'était pas le bien des chrétiens. Le bien des chrétiens est devenu quoi? De la moraline. Et ça, c'est Nietzsche qui nous le montre. Si vous avez envie de vous guérir de la morale foireuse
de nos sociétés post-chrétiennes et mièvres, vous lisez Nietzsche. Nietzsche a parfaitement compris ce qui se passait. Il s'est dit, regardez ces morales protestantes, là. Eh bien, en fait, elles sont devenues la morale de tout le monde. Mais elles n'ont aucun fondement, elles ne tiendront pas face à l'adversité. Et ça terminera, finalement. Avec de bonnes idées, mais en fait, aucun acte. C'est de la moraline. Notamment un livre qui s'appelle « Par-delà le bien et le mal ». Vous le lisez, ça vous ébranle un peu. Hein. Ce qu'il vous montre, c'est que finalement, l'avenir de l'homme, à cause de cette moraline ambiante, hein, c'est le fait de dire « il n'existe pas de bien, il n'existe pas de mal ». Et la seule chose qui est importante, c'est la volonté que je vais mettre dans mes actes. Si je le veux, ça devient bien. Si je le veux pas, ça devient pas bien. Donc vous voyez, comme malheureusement, la philosophie antique... Attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pas de raccourci, les amis. Au temps de la chrétienté, donc vous prenez Augustin, donc 5e siècle, jusqu'au 13e siècle. Les choses sont parfaitement claires. La philosophie n'est pas la théologie. La béatitude n'est pas le bien sur terre. On en a bien conscience. Hein. On ne vise pas l'avènement du bonheur universel sur terre parce que tout le monde le dit, hein, tous les théologiens le disent, ça n'arrivera pas. Sur terre, ça ne sera jamais le paradis. Mais c'est à partir d'une certaine époque, et notamment, on a le levier Descartes. Descartes, on n'a pas conscience, hein, tout à fait. Mais à partir de lui, comme il a, ce que vous avez dit, hein, refondé la philosophie, eh bien, à partir de lui, en fait, on va commencer à se dire, bah, on va essayer de garder ce qui peut être gardé, et on va refonder ce qu'on va pouvoir refonder. Il y en a un qui l'avait parfaitement compris, c'était Rousseau. Rousseau, il a compris que, ok, tout va foutre le camp puisqu'on a enlevé Dieu. Donc, on va inventer un super outil qui s'appelle le contrat. On y reviendra plus tard, mais le contrat, c'est pour pallier au fait qu'il n'y a plus rien qui fonde le bien et le mal. Donc, il faut juste que ce soit un accord de deux volontés. Alors donc, moi, je vais essayer de faire un petit travail avec vous, c'est d'essayer de redécouvrir ce que c'est que le bien. Ne vous attendez pas à un truc de malade. Attendez-vous à un petit truc. Mais ce petit truc, Inception, cette petite idée, ça peut tout changer dans votre vie. Tout changer. La manière avec laquelle vous allez conduire votre vie ne sera plus selon certaines directions, certains cadres, etc. Ça va être sur des petites choses, mais vous allez voir, ça va tout changer. Alors justement, on va chez Aristote. Aristote, c'est mon copain. Je l'aime beaucoup. Alors, je l'aime beaucoup, pourquoi ? Je suis un fanat de Platon. Je suis un fanat du Socrate de Platon, hein, soyons plus honnêtes, mais de Platon aussi. Mais Platon est un peu trop mystique pour moi. J'arrive pas à atteindre les degrés de sagesse et de fulgurance qu'il peut avoir. Je suis un peu plus terre à terre. Vous savez ce merveilleux tableau qui s'appelle l'école d'Athènes, où vous avez Platon et Aristote qui marchent l'un à côté de l'autre, ils sont entourés de tous les philosophes avant eux, et vous avez Platon qui est un peu vieux et qui tient le timée dans le bras et qui pointe le ciel, et à côté, vous avez Aristote qui tient l'éthique à Nicomaque et qui a la main vers le sol. Vous voyez, et vous avez parfaitement les deux options philosophiques. Il y en a un qui décolle et l'autre qui dit ouais, restons là. D'accord ? Moi, je suis plus là-dedans. Pour vous dire un petit peu, j'aime bien quand même quand on vous parle des philosophes, vous parlez de leur vie. D'accord ? Platon, il faut bien comprendre que Platon, c'est un gars qui voulait faire de la politique à la base. Et qui a essayé constamment de faire de la politique et qui constamment a foiré. Je veux dire, enfin, a foiré. C'est pas lui qui a foiré, hein, mais ça a toujours merdé. Il avait une théorie, c'était le fait de faire du philosophe le philosophe roi. Et un jour, il y a un certain Denis de Syracuse, qui est roi de Syracuse, et qui l'appelle pour devenir le précepteur de son fils. Platon se dit, yes, c'est l'occasion, je vais pouvoir enseigner cet enfant, de telle sorte que cet enfant devienne un philosophe roi. Ce sera super.
Platon se fait arrêter au bout d'un an avec un autre gars et emprisonné, il est vendu comme esclave. Bon, 20 ans passent. Denis de Syracuse rappelle Platon en lui disant tu veux bien réenseigner un petit peu tout le monde à la cour et tout ça. Platon y va en se disant yes, c'est l'occasion de faire le philosophe roi. Il y va. Un an plus tard, Platon se fait arrêter, emprisonné, vendu comme esclave. Bon, voilà. Denis de Syracuse meurt. Son fils rappelle Platon une troisième fois et lui dit j'ai un fils. Est-ce que tu veux bien être son précepteur? Et Platon, lui, il est intelligent quand même. Donc il dit ok, j'y vais. Et je vais aller enseigner. Et là, pour une fois, il se fait emprisonner. Mais pas vendu comme esclave. Mais il est emprisonné. Il faut qu'un de ses potes, 3 ans plus tard, amène un trirème, donc un bateau de guerre, à Syracuse, avec des soldats pour libérer Platon. Platon rentre chez lui, et dit, il avait fondé l'académie, il était le philosophe le plus connu de toute la Méditerranée, etc. Et il dit, j'ai raté ma vie. Et j'ai pas réussi. D'accord? Donc là, vous avez un gars déçu par la politique, qui s'est rendu compte que tout ce qu'il avait visé depuis le début s'est foiré, et voilà, il termine en disant, la politique c'est la science du crime, enfin bon, bref, c'est ce genre de truc. Aristote, de son côté, c'est pas le même Gugus, Aristote. Aristote, c'est le fils d'un médecin, et il va perdre ses 2 parents vers 13-14 ans. Il va être élevé par son oncle. Et avec l'argent qu'il avait reçu de l'héritage de son père, il va se payer un voyage pour aller à Athènes. Et il va rencontrer l'école de Platon. Et il va se dire, il faut que j'y sois. Il va y rester pendant plus de 20 ans. Pour vous représenter un peu le Gus, c'est un gars qui est assez fin physiquement, un peu petit, contrairement à Platon. Platon, c'est une montagne. Platon, c'est pas son vrai nom, hein. Platon, ça veut dire larges épaules. C'est un surnom qu'il avait, parce que c'était vraisemblablement un gars assez baraque. Il a gagné 3 Jeux Olympiques en lutte. Donc Platon, le philosophe, c'était pas le physique de BHL. Vous voyez, enfin, à l'époque, c'était pas le même, pas le même philosophe. Et voilà, Aristote, lui, et surtout Aristote, il a un défaut de prononciation. Alors, soit il sussote, soit il chuchote, soit il bégaye. On ne sait pas trop, mais c'est très marqué. Ça ne l'empêche pas de devenir le professeur d'éloquence et le professeur de rhétorique de l'académie. Parce que c'est un homme brillant. Tellement brillant que Platon l'appelle le nous de l'académie, c'est-à-dire l'intelligence de l'académie. Aristote, lui, il va être repéré par Philippe de Macédoine, et qui va lui dire « Est-ce que tu veux bien devenir le précepteur de mon fils ?» Dans l'académie, on connaît ce genre de proposition, on se dit « ça pue ». Mais Aristote accepte, et il va enseigner un petit gars qui ne va pas trop faire de choses, qui va s'appeler Alexandre le Grand, et il va devenir son précepteur. Ce qui va lui permettre d'avoir une vie très confortable, Aristote. Parce que Alexandre le Grand va devenir l'empereur que vous connaissez, et en gros, il lui ramenait tous les livres qu'il pouvait trouver ailleurs. Et donc Aristote avait de l'aisance financière, une bibliothèque absolument incroyable, mais vers la fin de la vie d'Alexandre, Aristote commence à se méfier d'Alexandre, parce qu'il se rend compte qu'Alexandre commence à faire des choses indignes pour un grec, notamment se reproduire avec des Perses. Or, on ne mélange pas le sang grec et le sang barbare. Et donc, il commence à écrire des choses. Et surtout, il y a un truc qu'Alexandre va faire que Aristote ne supporte pas, c'est qu'Alexandre va se faire adorer comme un dieu par les Perses. Et ça, Aristote va dire, ça c'est l'hubris, ça va contre tout ce qu'on a pu t'enseigner. Et donc, il écrit des pamphlets contre contre Alexandre à la fin de sa vie. L'éthique à Nicomaque est un ouvrage qui est fait, Aristote le dit à un moment, dans l'éthique à Nicomaque, il dit « Ce n'est pas fait pour les jeunes et ce n'est pas fait pour les vieux. » C'est pas fait pour les jeunes parce que les jeunes, ils sont trop sensibles à leur passion de colère et de désir. Donc ils vont pas comprendre ce que je vais leur dire. Et les vieux, ils sont trop sensibles à leur passion de désespoir.
Et donc, ils vont pas avoir la force de lire ce que j'écris. C'est un livre qui est normalement fait pour les éducateurs. D'accord ? Le but, c'est de savoir comment éduquer quelqu'un. Comment éduquer quelqu'un. Si vous avez un livre à lire cette année, en philo, c'est l'éthique à Nicomaque. Avec l'éthique à Nicomaque, vous serez... c'est pas facile à lire, hein, je vous le cache pas. Vous pouvez le lire par morceaux, évidemment. C'est pas un livre de chevet. Hein. C'est pas le livre que vous mettez sur la table de nuit. Plus personne ne met de livre sur la table de nuit. Maintenant, on met un smartphone. Donc voilà, c'est différent. Mais le livre, l'éthique à Nicomaque, c'est un livre, il faut y aller en se disant, allez, je me fais une demi-heure d'éthique à Nicomaque. Vous voyez ? Et hop, vous y allez, vous le faites, vous sortez de là, ça va mieux. D'accord ? Je vous ai mis la première ligne de l'éthique à Nicomaque. Tout art et toute investigation, et pareillement toute action et tout choix, tendent vers quelque bien à ce qu'il semble. Aussi a-t-on déclaré avec raison que le bien est ce à quoi toutes choses tendent. Vous voyez, rien que cette ligne-là, ces deux lignes-là, la première fois que je les ai lus très rapidement. Quand je lisais ça, c'était en 2e année de licence, je lisais ça. Et en fait, l'éthique à Nicomaque, pour vous dire, hein, l'éthique à Nicomaque, c'est un livre qui m'est tombé des mains tellement je me faisais chier. Je me disais, mais c'est nul, c'est poussif, c'est machin. Et en fait, il a fallu du temps. Et quand j'y suis retourné, j'ai commencé à lire cette phrase-là. Et j'ai dû m'arrêter de lire. Et j'y ai passé 3 jours. Juste sur cette phrase. Parce que cette phrase est le premier domino de la révolution sur la conception du bien. Vous voyez, le premier domino on va mettre une pichenette dedans. Tout art, donc c'est-à-dire toute action artistique, artisanale, etc. Toute investigation, c'est-à-dire toute recherche. Et pareillement, toute action et tout choix. Entendez maintenant que je fais. L'art que je fais, la recherche que je fais, l'action que je fais, les choix que je fais, toutes mes actions tendent vers un certain bien. Et j'aime bien parce que Aristote dit à ce qu'il semble. Il ne le fait jamais dans ses autres bouquins. C'est quelqu'un qui est très sûr de lui-même, Aristote. Hein. Il devait être un peu pénible. Mais très, très sûr de lui-même, à affirmer des choses. Mais là, à ce qu'il semble. Il va s'en expliquer après. Mais il répond, enfin il continue. Aussi a-t-on déclaré avec raison. A-t-on, c'est j'ai, moi, Aristote. Aussi j'ai déclaré avec raison. Je ne me suis pas planté. Que le bien, définition du bien, le bien est ce à quoi toutes choses tendent. Et là, vous voyez que c'est un peu embêtant. Mais on va commencer par la première partie de la phrase. Tout art et toute investigation, pareillement, toute action et tout choix tendent vers quelque bien. Est-ce que vous en avez fait l'expérience ? Quand vous allez au restaurant, quand vous allez devant le McDo avec juste, vous savez, ce panneau-là, sur lequel vous devez choisir. Vous avez plein de choix. Ou alors c'est les soldes. Ou alors c'est, je sais pas, vous allez dans un magasin quelconque, etc. Ou alors vous devez acheter un nouvel ordinateur, un nouveau smartphone. Vous devez choisir des études. Vous devez choisir des amis. Vous devez choisir des conjoints. Vous devez choisir tout un tas de choses. Avez-vous remarqué qu'est-ce qui vous sert de boussole ? Pour Aristote, c'est le bien. Mais pour nous, on a été pollués par plein de trucs. Pour éviter de manger, pour manger sain, éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Les trucs sur tes paquets de clopes, là, les trucs à moitié gerbatifs, là, tu sais, où tu regardes, t'as l'impression qu'on te met une vision d'horreur, là, comme ça, pour te dire, attention, fumais-tu. Oui, je sais que fumais-tu. C'est bon, tu le sais. C'est pas ça qui t'indique qu'il faut fumer. C'est pas pour ça que tu fumes, enfin. Si les vendeurs voulaient vraiment t'empêcher de fumer, paquet de clopes à 30 balles. Et tu réduis en mettant 5 clopes dans le paquet de clopes. T'inquiète, t'as 75% des gens qui arrêtent de fumer. Parce que le but de la clope, c'est un bien que tu cherches quand tu fumes. C'est pas un mal que tu cherches, c'est quand même con, franchement, de nous prendre pour des débiles, quoi. Quand tu regardes un porno, tu vas pour regarder du bien. Tu vas pas pour regarder du mal, ça sert à rien de te dire ah c'est mal, mais tu vas pas pour ça. Tu vas pour un bien. Quand tu choisis des amis, quand tu es avec des amis, quand tu es dans une relation toxique, tu es avec quelqu'un qui est pas bien pour toi, mais tu vas pourquoi? Parce qu'il y a un bien qui est derrière, bon sang. Parce que en toi, et c'est la deuxième partie de la phrase, il y a quelque chose qui tend à ça. Même si tu l'aimes pas, même si tu n'aimes pas ce truc qui tend à ça, ça tend à ça. Et là où Aristote est très fort, c'est qu'il ne te dit pas, attention, c'est l'homme, l'être humain, qui tend à ce genre de choses. Non, il dit le bien et ce à quoi toutes choses tendent. C'est-à-dire qu'il va y avoir un bien pour toute chose. Et alors il va falloir le chercher, ce bien. Et justement, deuxième petit texte. Oui. Mais c'est un bien pour toute chose, et aussi un mal pour toute chose, et l'avertir en soi, en quoi est-ce qu'on peut dire que c'est inutile et Non, c'est pas. Je dis pas que avertir du mal c'est inutile. Hein. J'ai pas dit ça. Non. J'ai dit que c'est pas du tout. Toutes les personnes qui commencent à fumer savent que fumer conduit à un cancer de la gorge. Toutes, elles le savent toutes parce qu'on leur a bourré le mou depuis la classe de, je sais pas, de CP. Un truc, par exemple, quand on vous a offert votre premier smartphone, on ne vous a pas averti. Personne ne vous a dit que ça allait être un truc hyper addictif. Et qu'il allait falloir redécouvrir une certaine liberté par rapport à ça à la force du poignet. Là, on ne vous a pas prévenu. Et ça, c'est dommageable, vous voyez. Mais dès lors que le mal est réellement connu, pour l'affronter, ce n'est pas en le dénonçant. Vous voyez, c'est un peu l'effet CNews. L'effet CNews ou BFM, vous voyez. Comme si dénoncer un mal faisait qu'on était capable de lutter contre. Non, ça n'a rien à voir. Dénoncer un mal, c'est dénoncer un mal. Plus tu dénonces de mal autour de toi, plus tu vas désespérer. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'effet salon beige. L'effet égalité-réconciliation, l'effet, je sais pas, oui, CNews, BFM et compagnie, quoi. Les gens qui sont perfusés à ça en permanence, eh ben vous allez voir, c'est pas des gens qui ont une joie de vivre extraordinaire. Et vous prenez les mêmes, hein, du côté de, comment ça s'appelle, là, Conspiracy Watch ou des trucs comme ça. C'est pas des gens qui dégagent une super joie de vivre. Vous voyez. Parce que dénoncer le mal, c'est pas ce qui ce n'est pas ce qui va nécessairement, je mets le nécessairement, vous aider à lutter contre. c'est un point de départ, quoi. Ou pas. Parfois, quand vous êtes avec un enfant, vous n'avez pas besoin de lui dire le mal qu'il doit éviter. Hein. Faut lui dire plutôt le bien qu'il a à choisir. Vous voyez, parce que ça met un focus. Ça, c'est en prévision. Oui, mais vous voyez, quand vous éduquez... Là, je parle, vous voyez, quand on est moraliste, vous êtes dans la posture de l'éducateur. Si à un enfant, vous lui dites « attention au feu », il va regarder le feu tout le temps. Et il va se dire « oh, peut-être que si je m'approche un peu, ça peut être cool ».
Si par contre vous lui faites comprendre que le principe de la chaleur, c'est que, attention, regarde, quand on pose la bouteille d'orangina sur une plaque électrique, ça fond. Imagine ta main. Ça va être mieux. Après, il n'empêche. C'est pareil, il a Si vous- besoin des anciennes mêmes. Oui, oui, on peut le prendre comme ça, vous avez raison. Là, je parlais plus de l'enseignement sur la matière, la cause matérielle. Mais vous avez raison, oui, ça peut très bien être un enseignement. L'exemple n'est pas forcément très bon, résultat. Quand vous dites à quelqu'un... Oui, par exemple, ça va être ça. Vous dites à quelqu'un qui n'a jamais connu de drogue, qui n'a jamais rien connu, vous voyez, de ce genre de truc, mais qui a un mode de vie assez sain. Vous lui dites, ne prends jamais de drogue. Il vous dit, mais moi j'en ai jamais pris, ça m'intéresse pas. Non, ne prends jamais de drogue. Tu sais ce que ça fait, la drogue? La drogue, ça produit un état d'euphorie absolument extraordinaire. Et tu pourrais devenir addict à ce genre de choses. Eh bien, il y a 50%, un pourcentage absurde, un certain pourcentage en tout cas, de personnes qui vont être fascinées par ça. Vous dites à quelqu'un, c'est un prédateur sexuel, il y a des gens qui sont attirés par ça. Vous voyez, on en parlera plus tard de ça. Par rapport à ce qu'on vient de dire, voilà, le bien est ce à quoi toute chose tend. On va se dire, il faut chercher donc dans une science, la science du bien. Et alors là, chers amis, c'est la révélation. Vraiment, dites-vous que c'est vraiment... Là, ce qu'on voit maintenant et ce qu'on va voir un petit peu demain, c'est vraiment le plus important de ce cours. Ce n'est pas dans l'éthique à Nicomaque que Aristote va en parler. Ce n'est pas dans la politique qu'il va en parler. Ce n'est pas dans son traité d'anthropologie qui s'appelle le De Anima qu'il va en parler. C'est dans un livre qui s'appelle le Périphusis, la physique. Il en parle dans la physique. La physique, ça étudie quoi? Ça étudie la nature. Ça veut dire ça, hein, physis en grec, physique, ça veut dire la nature. Ça étudie la nature, et donc, Aristote fait tout un livre qui s'appelle Les Physiques, dans lequel il va étudier ce qu'est la nature, quelles sont les causes de la nature, quel est le mouvement, l'infini, le temps, le lieu, et il va arriver jusqu'à la démonstration de l'existence du dieu d'Aristote, hein, qui s'appelle le premier moteur. Dans le livre 2, il va parler des différents types de causes dont je vous ai parlé, vous savez, en parlant de ma bouteille d'orangina. Et il va dire ça. Mais puisque les causes sont 4, il y en a 4 causes, il appartient aux physiciens de les connaître toutes. Et il rendra compte du pourquoi en physicien en le remenant à toutes la matière, la forme, le moteur, le en vue de quoi. 4 causes. Vous faites un peu de philosophie de la nature ou pas? Très peu. Bon, ok. Donc ça, il faut quand même que je vous en parle. Ouais. Il y en a qui en ont soupé de la finate et qui vont continuer. Bon. La matière. La cause matérielle. C'est, on va dire, la plus évidente, la plus simple à comprendre, et en même temps, la plus abstraite. Quelle est la matière de ça? De cette bouteille. Ouais. Du plastique. Quand vous étudiez au microscope le plastique, vous avez quoi? Des molécules de quoi? Pas de plastique. Si vous étudiez ces molécules au microscope, vous aurez quoi? Des atomes. Si vous étudiez les atomes à un microscope encore plus avancé qui n'existe pas encore, vous aurez quoi? Des quarks. Si vous étudiez ces choses-là encore, vous aurez quoi? Poincaré en a parlé en disant E égale MC2.
qui a été repris après par Einstein. Vous aurez de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Je vais vous dire ce que c'est que l'énergie. C'est quasiment une pure indétermination. C'est quelque chose qui peut être tout. Et donc, la cause matérielle, c'est à la fois la matière réelle de ce truc, c'est du plastique, vous l'avez dit, mais c'est en plus ce qui cause dans cette bouteille le fait qu'elle peut être autre chose. De par cette matière-là, elle est transformable. Regardez, rien que ça, là vous avez dit c'est une bouteille, si je commence à faire comme ça, vous allez commencer à me dire, c'est un déchet. C'est plus une bouteille. Et si je la crame, ce qui sera terrible pour l'environnement, mais si ça crame, vous allez me dire, ah bah c'est un déchet de bouteille. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que la cause matérielle, à la fois, elle détermine ce qu'est la chose, et à la fois, elle lui donne sa potentialité. D'accord? Votre corps, par exemple, est matériel. Votre corps, il est à la fois ce que vous êtes, et en même temps, il peut changer. Et d'ailleurs, il change. C'est-à-dire que là, vous avez quel âge? Entre 18 et 20, ok. Bon, il faut bien comprendre que d'ici 3 ans, vous allez atteindre votre sommet, et après, vous allez dégénérer. Petit à petit. Voilà. Dégénérer, il y aura une apoptose qui sera supérieure à la multiplication cellulaire. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est un principe de changement. C'est parce que vous êtes matériel. Ensuite, vous avez la forme. Alors là, la forme, on a entendu des bêtises sur la forme. En fait, la forme, c'est pas un bon terme. Le terme de forme, en grec, ça se dit... Est-ce que vous savez comment ça se dit? Il y a 2 termes pour dire ça. Vous avez la morphée et vous avez... Alors, je vais l'écrire comme ça, mais bon. L'aidos. La morphée, c'est l'apparence, la figure. Ce truc... Bon, plus trop. Bon, si. Ce truc, de loin, à l'apparence, à la morphée, à la forme, à cet endroit-là, d'une bouteille cabossée. Encore d'un déchet de bouteille. Ce n'est pas ça dont parle Aristote. Ce n'est pas la morphée. Lui, il vous parle de l'aidos. Vous avez entendu parler de la théorie des idées de Platon. Les idées de Platon, ce sont des aidos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des essences. Ça veut dire la nature de la chose. Votre prénom, c'est... Vous voyez, et partagent la même aidos. Ce sont des êtres humains. Ils ont une nature, une essence humaine. Ils ne partagent pas la même matière. Encore heureux. Et vous voyez, ils ont la même aidos. Ils n'ont pas la même figure. Ils n'ont pas la même morphée. Pourtant, ils partagent la même nature. Ce qui vous a permis de dire que c'était une bouteille. Parce que vous avez l'expérience de la nature de ce qu'est une bouteille. Si quelqu'un n'a jamais construit de bouteille et on lui présente ça, il va vous dire c'est un truc dur, bleu, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Comme vous avez l'expérience de ce qu'est une bouteille, vous pouvez dire c'est une bouteille. Ça, c'est la cause formelle, dire l'essence de la chose. Ensuite, vous avez la cause agente, le moteur. Vous voyez, enfin, pardon, je reviens sur ça, hein, mais le philosophe, c'est celui qui va interroger toutes les causes. Donc tout l'intéresse. Donc un philosophe qui ne s'intéresse pas à la science, c'est pas possible, c'est pas un philosophe. Un philosophe qui ne s'intéresse pas à la matière, ça n'est pas un philosophe, c'est pas possible. Un philosophe qui ne s'intéresse pas à la mécanique, c'est un philosophe qui ne s'intéresse pas à tout, c'est pas un philosophe. Le moteur, c'est assez simple. C'est ce qui agit sur la chose.
Comment ça se fait que cette bouteille est devenue comme ça? Quelle est la violence qu'on a exercée sur lui, sur elle? Quel est le sombre psychopathe qui a atténué à ce point-là sa morphée? C'est moi. Et moi, comme dirait Etchebest. Et enfin, le « en vue de quoi ». Alors c'est ultra drôle que Aristote dise « en vue de quoi ». Parce qu'il aurait pu dire la cause finale. Ouais. Le moteur. Ce qui agit sur la chose. Par exemple, comment dire? Vous voyez, le soleil est une cause pour nous, pour notre planète, en termes de gravité. Il exerce sur notre planète une action de captation, qui nous fait être en ellipse et compagnie. Le mouvement de notre planète aussi exerce une action de répulsion. Voilà, ça c'est les causes, vous voyez. Souvent, le physicien contemporain est vraiment dans cette cause-là, de savoir qu'est-ce qui agit sur quoi. Voilà, les ondes, les trucs comme ça, qu'est-ce qui agit sur quoi? Le médecin, il est beaucoup là-dedans. Qu'est-ce qui va agir sur votre état de santé et tout ça. Voilà. Ça, c'est le moteur. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail. Ça, il faudrait que vous fassiez vraiment de la philosophie de la nature un peu plus poussée. Il y en a qui le font. Mais il y a différentes sortes de moteurs. Hein, c'est pas, tout n'est pas moteur au même stade. Et le « en vue de quoi », donc c'est très étonnant que Aristote emploie ce terme-là, puisqu'il aurait pu employer la cause finale. Mais il ne l'emploie pas comme ça. Et c'est très heureux pour nous. Parce que souvent, quand nous, on entend cause finale, vous entendez quoi derrière? Créationniste débile. On entend un gars qui pense qu'il y a un dieu qui cause les choses en vue d'un truc. Et que tout est en vue d'un truc. C'est, vous voyez, ce qui oppose Darwin, par exemple, aux créationnistes. Sauf que Darwin, il est pour la cause finale, au sens aristotélicien du terme. Il a bien conscience que votre œil, il est fait pour voir. Il n'est pas sorti comme ça par hasard, en disant, on va popper un truc, là, oh, et par hasard, ça voit. Waouh, trop bien. Non. Non, Darwin n'est pas non plus un gros débile. Vous voyez? Non, arrêtez. Non, Darwin n'est pas un gros débile. Non. Darwin n'est pas un gros débile, c'est un grand scientifique. Mais le seul truc, c'est qu'il faut bien comprendre que on l'utilise aujourd'hui pour abattre des théologiens qui se prennent pour des philosophes. On va s'arrêter là et on reprendra demain. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse
seul la grand voile.